Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard croisé, Firmin Tekou Agbo, Germain Pouli et Jérôme Sossou. Après N'Djamena, on va à Abidjan. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé que le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi était finalement reconduit dans ses fonctions une semaine après sa démission. La Côte d'Ivoire a également un nouveau vice-président, le banquier central Tiemoko Méliès Kone a été nommé à ce poste vacant depuis 2 ans. Firmin Tekou Agbo, on commence par vous. Le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi reconduit. Non, je me demande pourquoi il a fait démissionner le gouvernement Patrick Hachi, ou pourquoi Hachi a-t-il démissionné. La réponse, on l'a eu dans les propos de Ouattara. C'est pour réduire un peu le train de vie de l'État ou les dépenses de l'État, parce que peut-être l'équipe sortante avoisinait 40 ministres et aujourd'hui donc il s'attend à ce qu'on ait une trentaine de ministres. Moi je me dis entre 40 et 30, quelle est la marge si importante? 10 pratiquement face à dans une situation ou quand on parle d'État, les dépenses que pourront engendrer les 10 ministres ne signifient pas ou ne signifieront pas grande chose. Je ne sais pas, moi je me dis toujours que, ou je me suis dit qu'il a fait démissionner Hachi parce que le gouvernement qui était parti, c'était un gouvernement de récompense. C'était un gouvernement qui a été constitué juste après la présidentielle de 2020. Donc là, il fallait calmer la tension dans le pays. Donc on a pris un peu le tour, on a pris des ministres pour réconcilier. On a essayé d'avoir... Surtout Kakabé, le ministre de la Réconciliation. Kakabé, le ministre de la Réconciliation, en plus d'autres ministres, il fallait avoir un gouvernement de large ouverture, comme ils aiment l'appeler ici en Afrique, un gouvernement de large ouverture. Et donc on a essayé d'avoir un gouvernement de large ouverture qui a pu tenir pendant un an, presque un an et demi. Donc maintenant il faut passer à une autre étape, préparer peut-être les échéances à venir, avoir dans ce gouvernement que les gens de son parti, renforcer le gouvernement, avoir un gouvernement beaucoup plus partisan et aussi sécuriser son entourage. C'est ça un peu la dynamique de Ouattara. Ouattara, il ne faut pas l'oublier, Ouattara, c'est un fin politicien. C'est un fin politicien. Et puis, qui, moi, je me suis à le dire, qui est souvent conseillé par Fonia Singbe. Parce que Fonia Singbe, c'est un politicien. C'est un politicien que beaucoup ne maîtrisent pas et moi je me dis qui conseillerait beaucoup Ouattara l'appelle affectueusement souvent le jeune doyen. Donc Ouattara c'est un fin politicien qui aurait beaucoup appris du Togo et aussi il se comporte quelquefois comme se comportent les Togolais et c'est ce gouvernement là il a fait partie parce que c'était un gouvernement de récompense. Il faut maintenant resserrer les choses à son avantage parce qu'il y a les prochaines échéances qui arrivent là en 2023. On aura d'autres élections. En 2025, il y aura une autre élection, la présidentielle. Et Ouattara qui n'a pas encore dit quelques mots sur son quatrième mandat ou non. L'autre chose... Ou son deuxième mandat de la nouvelle constitution. L'autre chose qui m'est aussi importante, vous voulez avoir une équipe beaucoup plus réduite et maintenant vous comblez le poste, le vide qu'il y a au niveau de la vice-présidence. Donc c'est de nouvelles dépenses à créer parce que c'est toute une équipe aussi qui va être installée. Et je me demande pourquoi il a besoin de ce poste de vice-président, même si cela constitutionnellement est prévu. Moi je me dis Ouattara qui est en train de préparer peut-être un après Ouattara où il se dit, en cas de vacance du pouvoir, il sait qu'il a un homme sûr, capable de lui succéder et de continuer sa dynamique. Encore que cela ne s'inscrive pas réellement dans ses propos de 2019 ou 2020 où il disait qu'il allait passer la main à une génération beaucoup plus jeune, plus jeune, alors que Kone a déjà plus de 70 ans. Il a 73 ans, il est né en 49, il a 73 ans. Je me demande à quoi Ouattara joue, mais c'est juste dire que Ouattara est en train de préparer l'après Ouattara en cas de
de transition. Il aurait pris son photocopie, tout le monde aurait parlé d'un certain népotisme. C'est pour cela qu'il est allé chercher... de Téné Birahima Ouattara. Oui. Son petit frère. Son petit frère, quand on parle de son fils. Mais Ouattara, il parle de technocrate. Ce technocrate va faire quoi? Moi, vous savez, bon, c'est pas que je monopolise la parole, mais quand on parle de technocrate en politique, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je me dis, on n'a pas besoin d'être technocrate pour pouvoir bien diriger un pays. On n'a pas besoin. Un président de la police, c'est qui? C'est un coordonnateur, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas besoin. Lui, il nomme. Il a la possibilité de détecter des talents, ou il a ce génie de détecter des talents et de mettre les talents à leur place, des techniciens autour de lui pour pouvoir diriger l'action gouvernementale. Sinon, lui-même, il n'a pas besoin d'être technocrate. Un vice-président technocrate, on n'en a pas. On n'en a pas trop. Technocrate. Un Cela veut dire qu'avec lui, les technocrates, au moins, ça marche bien pour le président Ouattara. C'est pourquoi peut-être. Peut-être ça m'a dit. Non, ils essaient. Lui-même, il est technocrate. Ils essaient peut-être de rentrer dans sa dynamique. Donc, sinon, Ouattara, c'est un peu politicien. Il fait de la politique, c'est tout. Jérôme Sossou, pour le président Alassane Dramane Ouattara, c'est pour faire face aux conjonctures actuelles, mais visiblement, comme Firmin Teko l'a dit, c'est un coup politique. Mais il a dit qu'il a confiance à son vice-président, parce que il disait qu'il a beaucoup aidé lorsqu'il s'agit des moments assez difficiles pour le pays. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'un politicien fait du hasard. Et moi, je crois que justement, c'est parce que M. Ouattara voudrait quand même nommer un vice-président pour peut-être... un éventuel départ, pourquoi pas. Avant 2005, c'est possible. 2025, c'est possible. C'est vrai qu'en 2023, ils ont 2 élections. Et en 2025, ils ont la présidentielle. Peut-être que, bon, il est en train de préparer la vacance du poste de président à la tête du pays. Pourquoi pas? Et donc... moi, je n'ai pas véritablement d'analyse à faire par rapport à ça. Ouattara disait qu'il y a un gouvernement pléthorique qu'il veut réduire à 30 par exemple. Et puis par après, justement, à mon avis, c'est parce que il veut combler le vide d'Ablaka qu'il a essayé d'ajuster en disant qu'il est en train de réduire le gouvernement à 30. Donc, moi, je n'ai pas grande analyse à faire par rapport à ça. Moi, j'attends justement ce qui va advenir après cette nomination, le rôle exact que va jouer le vice-président, le rôle exact que va jouer les 30 ministres, le Premier ministre. Oui, le Premier ministre, par rapport même à la vie politique du pays. Parce que je disais, en 2023, il y a des élections législatives et puis, je crois, sénateurs. Et en 2025, il y a élections présidentielles. Et il faut préparer tout ça là. Pour quand même permettre à ce que le parti au pouvoir garde son cap. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose que M. Alassane Ouattara est en train de faire. Et petit à petit, demain va nous dire ce qui est réellement l'objectif à atteindre. Le président Alassane Dramane Ouattara, visiblement, est satisfait du bilan de Patrick Hachi numéro 1. C'est maintenant Patrick Hachi numéro 2, Germain Pouli. Comment vous voyez la configuration du gouvernement à venir? C'est d'ici jeudi. Oui, je pense que c'est la grande équation. C'est ce qu'il faut attendre avant de voir si finalement l'initiative de demander la démission du gouvernement est bonne. Donc la reconduction de Hachi ne devrait pas surprendre parce qu'on se disait, bon, il a démissionné, probablement on ne va pas le reconduire, mais en même temps, vous savez que c'est juste une formalité. Quand on dit que le Premier ministre démissionne, c'est parce qu'on veut former généralement un nouveau gouvernement. Il faut que, quand il démissionne, c'est tout le gouvernement en réalité qu'il démissionne. Après, on peut le reconduire, ce qui se fait dans plusieurs cas. On a vu au Togo, plusieurs fois, les premiers ministres ont été reconduits après leur démission. Mais en réalité, c'est pour démissionner les membres du gouvernement et recomposer le gouvernement. Donc, le président peut
aisément reconduire le Premier ministre. Il a toujours confiance en lui. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, c'est la composition du nouveau gouvernement. Ça veut dire qu'on attend la réduction des postes. Hein. Peut-être Firmin trouve que 10 ministres de moins, c'est pas assez. Moi, je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent quand on sait déjà les salaires des ministres et toutes les charges du département, même si le département ne va pas disparaître. Sur un mois, c'est beaucoup. Sur un an, c'est beaucoup. Au Ghana, il n'a pas fait beaucoup. Il n'a fait que réduire les salaires des ministres, ce qui est presque insignifiant. Mais si Ouattara arrive à diminuer une dizaine de postes dans le nouveau gouvernement, on pourrait dire que c'est un effort aussi de réduire le train de vie de l'État. Il faut le lui reconnaître. C'est un fin économiste, c'est un banquier, et il sait parfaitement de quoi il parle. Maintenant, si demain le gouvernement sort, on se rend compte que le nombre est pléthorique, ce qui ne sera pas le cas puisqu'il a donné des consignes fermes, ce qui veut un gouvernement restreint. Après, c'est qui sont les nouveaux membres ou qui seront les nouveaux membres de ce gouvernement, c'est là on pourra apprécier. Est-ce qu'ils seront des technocrates? Est-ce qu'ils seront des politiques? Moi, je crois que technocrates, c'est un peu pour dire des gens qui maîtrisent le sujet, qui maîtrisent leur job. Au poste où ils sont nommés, c'est des gens qualifiés. Pour ces postes-là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais technocrate ne veut pas dire forcément intellectuels, ou énarques, ou des gens qui ont de gros diplômes et qui sur le terrain n'arrivent pas à prendre des décisions qui impactent la vie sociale. Donc on attendra la formation de ce gouvernement. Je pense aussi qu'il a fait d'une pierre deux coups. Il a profité, créer un événement qui lui permet aussi de nommer quelqu'un à la vice-présidence, parce qu'il y a longtemps que ce poste est vacant et que la Constitution prévoit que quand le président n'est pas là, au lieu que ce soit le président de l'Assemblée, c'est plutôt le vice-président donc qui occupe cette fonction-là, et c'est effectivement le dauphin du président qui vient d'être nommé comme ça, et on peut le voir. Et la classe ivoirienne est assez vieille. Et aujourd'hui, on attend aussi de Ouattara qu'il peut-être essaie de plafonner l'âge pour la candidature, voilà, à la présidentielle, pour que lui-même ne puisse plus être candidat, et que ça exclut Gbagbo et Bédié, qui sont aussi des poids lourds assez vieillissants, mais qui rêvent toujours de revenir au pouvoir. Donc s'il arrive à le faire, ça sera satisfaisant, et qu'après donc on puisse laisser véritablement la place à une jeune génération de leaders en Côte d'Ivoire. Et ce gouvernement à venir va mettre plus l'accent sur la santé, ce sont les propos du président, la défense, la diplomatie, sans oublier le poids économique de la Côte d'Ivoire, l'agriculture. Bref, la santé, la défense. La défense, parce que quand vous suivez un peu Ouattara, il dit que le pays, sur le plan sécuritaire, est sous contrôle. Donc, la défense, parce qu'il a besoin de plus de sécurité pour les échéances à venir. Mais il n'a pas... il y a un élément important auquel il devrait faire allusion, la réconciliation. Ouais. La réconciliation est importante à Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui n'est toujours pas réconcilié et qui cache toujours des armes dans des maisons et qui s'échauffe toujours ou qui devient toujours violent en pleine élection ou en pleine échéance électorale. Donc à ce niveau, moi je souhaiterais même, ou je proposerais au président Ouattara de garder le ministre Kakabe de la réconciliation. Cela serait important parce que avec lui, on pourrait régulièrement multiplier les dialogues avec des partis politiques pour que les partis politiques puissent afficher aux yeux du gouvernement leurs principales revendications, surtout par rapport à la CENI, par rapport à la Cour constitutionnelle ou par rapport à un certain nombre de domaines. Là, on sait que Kakabe a cette facilité de pouvoir discuter avec tout le monde. Soro Guillaume, il y a Charles Blé Goudé et autres. Bien évidemment, Kakabe a toujours montré une certaine ouverture vis-à-vis de l'opposition. Alors le moment est bien propice puisque nous sommes à quelques mois de différentes échéances électorales et à quelques
quelques mois de 2025 aussi. Donc il serait intéressant qu'on le garde et qu'il multiplie ces dialogues. Et pourquoi pas multiplier des voyages aussi en Occident pour aller rencontrer peut-être un certain Blé Goudé, un certain Guillaume Soro. Ça, autant on dialogue, autant on essaie de pacifier le pays et autant on évite le pire au pays. Donc garder Kakabe serait beaucoup plus important. Parce que, moi je le dis toujours en blaguant, c'est ce qui sauve toujours le Togo, quoi. Vous imaginez, on a déjà une vingtaine de dialogues au Togo et ça nous permet d'éviter le pire. Le dialogue en politique, c'est tellement important, donc cela doit inspirer. Et puis, il y a toujours ce que moi je dénonce en Côte d'Ivoire, surtout avec la nouvelle constitution. Avec la nouvelle constitution, il y a un flou institutionnel. Je ne comprends pas, je ne peux pas dire exactement ou avec exactitude dans quel régime les Ivoiriens sont. Parce que c'est comme un mélange de régime présidentiel et de régime semi-présidentiel. Parce qu'on ne peut pas, dans un même pays, avoir un régime présidentiel et semi-présidentiel à la fois. Regardez, c'est dans des régimes présidentiels qu'on a le poste de vice-président et dans ce régime-là, on n'a pas de premier ministre. C'est pour ça que le Bénin s'est embrouillé entre-temps. Dans des régimes présidentiels, il faut un vice-président et on n'a pas besoin de premier ministre. Dans les régimes semi-présidentiels, on a un président et un premier ministre qui se partagent l'exécutif, mais on n'a pas de vice-président. Si c'est un mélange de régime présidentiel et de semi-présidentiel. Ça instaure un certain flou institutionnel, peut-être qu'il va déranger les Ivoiriens à l'avenir. Alors la meilleure des choses serait... Peut-être c'est pour jouer ses cartes. Oui, peut-être c'est pour jouer ces cartes, mais sauf que sur le plan institutionnel, ça ne favorise pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc il serait important qu'à l'avenir, qu'on choisisse le véritable régime à adopter dans le pays. Parce qu'on ne peut pas mélanger ça. Ça crée toujours un conflit institutionnel. Aujourd'hui, peut-être on ne le constate pas, mais à l'avenir, on va le constater. Parce qu'il va s'agir peut-être de savoir qui sont les hommes les plus puissants du pays. Soit le vice-président ou le premier ministre, ou le président, ou le chef de l'État. Ou dans le régime semi-présidentiel, on sait que le président, il a plus de prérogatives et les premiers ministres sont sous lui. Et aussi, regardez par exemple, il y a aussi un élément important. Pour terminer, aux États-Unis, parce que quand vous êtes vice-président, comme c'est un régime présidentiel, les hommes types du régime présidentiel, quand on est vice-président, on est en même temps président du Sénat. C'est ça la caractéristique en régime présidentiel. Quand on est vice-président, on est en même temps président du Sénat. C'est pour cela que quand vous allez voir le président américain aller au Congrès, vous allez voir derrière lui, il y a sa vice-présidente et le président de la Chambre des représentants. Vous vous demandez qu'est-ce que la vice-présidente est en train de chercher là-bas. Parce que quand le président va au Congrès, la vice-présidente est la présidente du Sénat. Donc c'est comme ça. Donc il ne faut pas créer un flou institutionnel parce que ça va déranger beaucoup à l'avenir. Le président a mis l'accent, Jérôme Sossou, on le disait, sur l'agriculture. Vous pensez que Kobena Djoumani va garder le poste? Sur la diplomatie, Kandia Kamara va garder le poste? Sur la défense, son frère Téné Birahima Ouattara va garder le poste? Non, il revient au Premier ministre Hachi qui avait déjà travaillé avec ceux-là, de mesurer leurs compétences et de voir leur bilan fait par le passé. Il lui revient seulement à lui de le faire. Et nous qui sommes à l'extérieur de ce gouvernement et de ce que, justement, l'œil avec lequel le Premier ministre a vu le travail fait, nous ne pouvons pas décider à sa place. Et donc, pour moi, véritablement, si le Premier ministre Hachi a trouvé que le ministre de l'Agriculture a été très compétent et a été à la hauteur du travail qu'on lui a confié, pourquoi ne pas le garder? Aujourd'hui, on ne peut jamais s'en passer de l'agriculture. Et l'agriculture fait l'économie, à plus de 90% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on souhaite également pour les autres pays, notamment le nôtre. Il faudrait qu'on retourne à la terre parce que avec la situation de la famille qui se présente aujourd'hui, seule la terre peut nous sauver. Au-delà de ça, on va croupir. Et donc, moi, je me dis que il revient fondamentalement au Premier ministre de voir s'il faut modifier, il faut remplacer ou le profil qu'il veut. C'est ça, il faut garder. Il ne sert à rien de vouloir changer des gens pour les changer. Et puis, dans l'habitude, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ce qui est sûr, c'est que avec la suspension de 10 postes, de 10 ministères, forcément... Il y aura peut-être cumul.
cumul. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire faire cumul comme on le fait au Togo. Comme on le fait au Togo, le président, ministre qui écrit, le ministre qui écrit au président, alors qu'il est en même temps le ministre et le président. Je ne vois pas ça en Côte d'Ivoire. Et dans tous les cas, moi, mon souhait, c'est qu'on garde les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et les cumuls de fonctionnaires, je ne le vois pas franchement en Côte d'Ivoire. Sinon, on aurait déjà nous présenté cette carte-là. Je ne l'ai pas encore vue, mais malheureusement, bon, c'est comment dire, c'est la meilleure danse. Ailleurs, c'est aussi bon, chaque pays avec sa manière de préparer sa sauce, c'est tant mieux. Et donc, dans tous les cas, moi je dis qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais blagué avec son agriculture. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, en réduisant le gouvernement, le nom du gouvernement, que des ministres, justement, qu'on va vouloir quand même placer sur la... Donc Obena peut partir, mais l'accent sera mis sur l'agriculture. C'est ce que vous voulez dire. Tout à fait, tout à fait. J'ai dit, si le ministre est bon, pourquoi ne pas le garder? Si le ministre n'a pas répondu à l'objectif, on le change. Mais c'est un poids lourd du RHDP. C'est le porte-parole du parti présidentiel. Tout le monde peut être porte-parole. Il n'est pas le premier porte-parole. Vous aussi. Il n'est pas le premier porte-parole. Il ne serait pas le dernier porte-parole. Et donc tout le monde peut être porte-parole. Donc moi, cette histoire de porte-parole, moi, qui fait le travail, qui peut faire le travail dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des populations de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est le plus important, dit porte-parole. On en a connu au Togo assez. Et aujourd'hui, on en a deux d'ailleurs. On a deux porte-parole pour le gouvernement. Toujours, moi je reviens à la défense. À la défense parce que, et ce qui me paraît un peu grave, c'est comme j'ai l'impression que Ouattara est en train de préparer farouchement l'après-Ouattara, mais avec le camp Ouattara. Le camp Ouattara et le clan Ouattara. Vous imaginez, c'est-à-dire le camp Ouattara et le clan Ouattara. Oui, et regardez, quand il parle de la défense, ça veut dire son petit frère va revenir à la défense. Son petit frère, c'est la sûreté, son petit frère, c'est la sécurité, son petit frère, c'est la confiance totale. Et il sait qu'après lui, il ne sera pas poursuivi. Après lui, le camp Ouattara va toujours demeurer au pouvoir et va toujours occuper tous les départements, ce qui ne laissera aucune place à certains jeunes opposants, alors que c'est ce que lui-même l'avait prédit, c'est ce que nous aussi nous souhaitons pour l'avenir pacifié de la Côte d'Ivoire. Si le camp Ouattara reste toujours au pouvoir, même en dehors de l'actuel président, ça veut dire les jeunes comme les Guillaume Soro, les Charles Goudé n'auront pas de place dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est vraiment dangereux. Parce que tout ce que Ouattara a fait, on le voit physiquement et visiblement fatigué. Et on ne trouve pas qu'il ait encore peut-être ce génie de chercher à se présenter encore pour un quatrième mandat. Donc, préparer son après-Ouattara de façon si farouche et exclure les autres opposants, surtout jeunes, je pense que ce sera un peu dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que moi je maintiens toujours à ce qu'il garde un certain KKB à la réconciliation. Germain? Oui, non, moi je pense que Ouattara a été clair. Pourquoi il veut reformer son gouvernement? Parce qu'il y a une crise actuelle, marquée par la vie chère, marquée par la menace djihadiste aussi. La Côte d'Ivoire est victime d'attaques terroristes. Et il faut réduire le train de vie de l'État, la dépense, et puis passer à régler ces problèmes sociaux-là. Vous avez parlé de la santé également, de l'agriculture. Donc ça passe par là. Je pense qu'il a été assez clair. Et sur ce plan-là, on ne peut pas dire que les préoccupations qu'il soulève ne sont pas réelles. Elles sont bien réelles. Aujourd'hui, la vie est chère. On attend des gouvernants qui trouvent des solutions. Lui pense que ça va passer par la réduction du train de vie de l'État, donc la réduction du nombre de ministres, ce qui est une bonne chose, il faut le saluer. Après, maintenant, la sécurité aujourd'hui, c'est une préoccupation. Vous voyez, au Bénin, les gens vivaient paisiblement, mais depuis quelques mois, le Talon est obligé de se réorganiser sur le plan militaire pour assurer la sécurité. Donc la menace est réelle dans tous les
pays. Et même nous qui étions avant épargnés, aujourd'hui on s'organise et on cherche des moyens. On est passé par la loi sur la programmation militaire et la réorganisation des forces de défense et de sécurité. Donc c'est dire que c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Économiquement, il veut miser sur l'agriculture. Tout ça est bien. Maintenant qu'il y a une équipe de combat qui puisse le faire. Et comme on l'a dit, il prépare en même temps les prochaines élections parce que c'est sur la base de ces résultats-là que les électeurs pourront accorder à son camp le vote au législatif qui arrive, et il a intérêt, parce que si les gens crient, ils ont faim, et pour eux le premier responsable c'est l'État, et si l'État n'a pas trouvé ces solutions d'ici les élections, ça va être compliqué, même s'il y a des excuses aujourd'hui. On vous parle de Covid, on vous parle de la guerre en Ukraine, mais après les populations ne vont pas toujours entendre ces excuses-là, parce qu'elles ont besoin de solutions à leurs problèmes, elles ont besoin de manger, tout est cher aujourd'hui, il faut pouvoir arriver soit à faire baisser les prix, soit à augmenter le pouvoir d'achat des populations. Et je pense que tout gouvernement doit se soucier, et Ouattara fait bien d'annoncer ces préoccupations-là pour justifier le changement de gouvernement qu'on attend, et on espère vraiment que ce gouvernement va répondre aux attentes des Ivoiriens et qui se mettra directement au travail pour apporter les solutions souhaitées par le président. On marque la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, pour la suite.